On commence à parler finances, mais je voudrais bien qu'on revienne quand même à la genèse, ce qu'on s'était dit au départ, c'est comment est né le film et comment tu as travaillé avec les scénaristes et comment, voilà, comment est né le film. Comment est né Zombilenium? Ben, je vais être le premier à parler de ça, mais moi, ce qui m'intéresse à la base de n'importe quel projet que j'initie, c'est de penser au spectateur et d'essayer de bien cibler les spectateurs qu'on vise, d'avoir vraiment qu'est-ce qu'on va leur raconter comme histoire. Moi, c'est ça qui me... Et donc, je connaissais Arthur de Pince depuis 6 ou 7 ans. On était super potes, vraiment, et ça a été d'ailleurs un sujet. C'est-à-dire, on s'est dit, on va peut-être faire un film ensemble, mais d'abord, on est potes. Oula, ça craint. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Donc, on en a parlé suffisamment pour qu'on soit clair entre nous. On va rester potes, on va se friter sûrement à des moments valables sur le film. Et on est resté potes. Est-ce et on que est tu es toujours encore pote? Ouais, on c'est est ça. super potes. Donc, c'est pour ça que je dis avec autant de... On passe des vacances ensemble et tout va bien. Mais c'est pas forcément la meilleure idée de faire des films entre potes juste comme ça. Et il avait fait tout un tas de trucs avant que j'adore, tous ces films de court-métrage, La Marche des Crabes, tout ça. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Pour la petite histoire, il y a un diffuseur, il y a des années, qui voulait me l'imposer sur une série, et j'ai dit non, sans même l'avoir rencontré. J'ai regardé son travail, je dis mais le mec est génial, mais c'est pas pour cette série-là. Donc j'ai dit non à une chaîne et tout. Et du coup, on s'est rencontrés 2 ans après. J'ai dit bah tiens, il m'a imposé que ce soit toi. Ah bon, ils m'ont même pas demandé mon avis. T'as eu raison, c'était pas du tout pour moi, etc. Donc on est devenus potes parce que on était d'accord sur le fait qu'il fallait pas qu'on bosse ensemble à la base. Et du coup, Péché Mignon, toutes ces bandes dessinées, La Marche des Crabes, il avait un projet de long métrage, etc. On en parlait, mais moi, ça m'intéressait pas. Quand j'ai lu la première BD de Zombilenium, je me suis dit, ça y est, il tient un truc génial, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de lecture au moins, si ce n'est plus. Un niveau pour les enfants, ça passe dans Spirou, c'est génial, c'est marrant, il y a des monstres partout, et il y a de l'aventure, il y a des tas de trucs. Et un niveau comédie sociale qui fait que ça plaît aussi aux parents, et qui vont pas passer 1 heure et demie à se sacrifier pour leurs gamins, pour leur montrer un film qui n'est que pour eux. Donc c'est un truc qu'on recherche depuis longtemps. Moi j'en ai parlé avec beaucoup de gens, mais avec Didier Brunner quand on a fait Ernest et Cestine sur le scénario, on a beaucoup parlé de ça avec Pénac. C'est d'essayer de faire qu'il y en ait un peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. On l'a fait aussi sur Tout en haut du monde. Cette analyse-là, d'essayer d'écrire quelque chose qui vraiment Donc, distrait tout le monde. Au niveau du scénario, d'ailleurs, on verra aussi avec vous, il y a eu beaucoup de versions, avec vous aussi, il y a eu beaucoup de versions différentes, que ce soit sur Tout en haut du monde, sur Ernest et Célestine, ou on verra avec Jean. Il y a eu enfin beaucoup de versions, je vais y arriver moi, beaucoup de versions de scénario. Oui, alors comme tu le disais tout à l'heure, chaque film est un prototype, mais c'est vrai que moi je crois fondamentalement, et je l'ai vraiment vécu sur ces 3 films, que travailler énormément le scénario en amont a une vertu énorme qui fait que la production est beaucoup plus simple et saine derrière. C'est-à-dire que dès que je me suis rendu compte plusieurs fois, alors on a la possibilité en dessin animé, en animation, d'avoir des animatiques, enfin de tester la narration plusieurs fois. Mais s'il y a des incohérences de scénario, s'il y a des scènes qui sont mises là comme ça, s'il y a des personnages qui n'ont pas les réactions, et bien d'un seul coup la prod se met à être vraiment plus compliquée, les quotas sont pas tenus, les animateurs ont du mal, on sait pas trop pourquoi, et c'est souvent parce que c'est un peu faiblard au niveau du scénar. Enfin, c'est ce que j'ai vécu moi sur certaines prods, certainement en série surtout, et en long je me suis dit il faut, et d'ailleurs je le dis pas parce que je suis ici à la SACD, mais c'est des choses qu'on se dit souvent. Je pense que le métier de scénariste est mal structuré en France, mal encadré, mal payé, mal financé. Enfin voilà, c'est un truc qu'on s'est dit vite fait au téléphone, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut le dire. Et du coup, ça crée des déséquilibres entre le rôle du producteur, souvent on est vu comme le grand méchant, et eux, les auteurs, comme ceux qui nous emmerdent la vie, etc. Alors que ça ne marche vraiment bien que si on prend le temps, et si on met l'argent et l'énergie et le temps qu'il faut pour pouvoir se mettre d'accord. Pas en ennemis, chacun avec son point de vue, chacun avec sa culture, chacun avec ses envies de spectateur. Généralement, c'est le spectateur, quand il est bien identifié, qui nous sert d'arbitre, parce que quand on sait à qui on parle, eh ben, on essaye de décider ensemble comment ça marche. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur, et il y a eu souvent même sur Zombilenium d'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter le développement du film pendant 10 mois, pour laisser Arthur de Pince faire son tome 3 de la BD qui lui polluait la tête complètement, avec Dupuis qui lui mettait la pression, etc. En disant on lâche ce scénario, ce qui était un énorme risque. C'est-à-dire que quand on est producteur, dans ces cas-là, on peut tout
perdre. C'est-à-dire qu'on rate les échéances, il y a un moment donné, ça y est, ça monte, etc. Et si on n'attrape pas le bus quand il passe, les diffuseurs sont passés à autre chose, les distributeurs... Et prendre ce temps-là et dire j'assume, alors financièrement, en plus, c'est pas facile, parce qu'il faut faire tenir la boîte. Moi, j'ai une toute petite boîte, donc ça aide pour passer ce genre de période. Mais pour avoir un scénario qui nous, au moins entre nous, on sait qu'on parle de la même chose. On parle des mêmes personnages, on est vraiment d'accord, on a vraiment un socle sain. Et sur Ernest et Célestine, par exemple, pour parler de celui-là, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, Daniel Pénac nous avait fait un scénario génialissime. Enfin, il était vraiment magnifique. C'était emballant pour tout le monde, y compris pour moi. Je suis allé sur le film, le scénario était déjà écrit par Daniel. C'était une V1, c'était magnifique. Sauf que c'était un roman. C'était quand même un peu un roman, parce qu'il est aussi romancier, il n'est pas vraiment scénariste de formation. Et du coup, il y avait une sorte d'approximation à chaque page d'un tas de choix à faire. Et les réalisateurs belges et Benjamin ici en France n'avaient pas la même vision en fait de comment Célestine le vivait. Et on a dû faire des choix, et Daniel avait fini son truc, ça a été validé par tout le monde, par le distributeur, il avait même été payé intégralement de son truc. Et j'ai dit à Didier, France 3 Cinéma veut pas faire le film, Daniel Goudineau veut pas faire le film, parce que ça lui plaît pas trop, il n'a pas l'intention de rencontrer Daniel Pénac, il savait qu'il était cuit le jour où il le rencontrait de toute façon, et donc il a dit non. Et tu sais comment il est, Daniel, il dit non, c'est non, et il dit oui, c'est oui, on avance. Donc je dis, mais le problème c'est qu'il a raison, il y a des flous dans ce scénario, il faut qu'on adresse toutes ces questions et qu'on se mette tous d'accord. Ça n'est pas qu'un objet de transmission commerciale, c'est ça aussi le scénario, ce qui est très difficile, c'est que c'est un objet qui doit convaincre des commerciaux, de les faire rêver, leur laisser leur imaginaire improviser tout ce qu'ils ont eux en tête de ce que le film sera, et en même temps ça doit être un socle hyper fort de fabrication pour tous les artistes. Sur Zombieland, il y a eu 250 personnes qui sont passées sur le film et qui doivent fédérer ces deux trucs. Et c'est un peu schizophrène, hein, parce que convaincre des financiers et leurs gamins, des fois, qui lisent les trucs, et en même temps heureusement un truc qu'ils ont qui est des solide. gamins d'ailleurs. Mais sur Zombieland, heureusement qu'ils ont des gamins. Tous les gens qui ont mis de l'argent dans Zombieland, leurs gamins adorent la BD. C'est pour ça, on l'a pas traité Zombieland, je passe un peu du coq à l'âne, mais on l'a pas traité comme une licence. Je crois pas du tout. C'en est une et elle est toute petite. Mais ça m'a servi énormément. Le fait d'avoir des bandes dessinées qui existent, sur lesquelles on peut s'y accrocher, les diffuseurs, les distributeurs ont énormément besoin de se raccrocher à des choses qui existent déjà. Là, je crois que c'était ça qu'on se disait. Toi, tu vas nous parler des projets complètement originaux que tu as. Mais pouvoir citer en référence un film qui a déjà marché, nous, sur Zombieland, on a une expérience un peu particulière. C'est qu'à un moment donné, c'était très long, on a mis 6 ans à faire ça. Et donc, il y a 6 ans, Hôtel Transylvania n'était pas sorti. Et du coup, on a vu arriver ce truc, des bandes annonces, des trucs, et Arthur s'est dit, mince, c'est quand même un concept hyper proche du mien. Et à un moment donné, toutes les réflexions qu'il avait sur Zombieland, c'était, on se positionne en contradiction d'Hôtel Transylvania. J'ai dit, mais non, attends, c'est pas non plus ça la bonne formule. Et finalement, pour monter le financement du film, il n'y avait rien de mieux que d'avoir Hôtel Transylvania. Parce que les monstres pour les enfants, c'est prouvé qu'ils aiment bien ça, les monstres. Le fait que le film fasse 400 millions de dollars de box-office aux États-Unis ou dans le monde, ou je sais pas quoi, ça a rassuré tout le monde. Ce qui est quand même un peu absurde. C'est-à-dire qu'il y a une prime à l'originalité, j'y crois encore, que les spectateurs ont envie qu'on leur raconte des nouvelles histoires, et en tout cas qu'on les surprenne. Alors on peut les surprendre avec des licences, hein. Quand c'est bien adapté, etc., c'est formidable. Et qu'on les surprenne, qu'on leur raconte des nouvelles histoires. Il y a une prime à ça, c'est-à-dire j'ai des interlocuteurs aux États-Unis qui me parlent, et en Angleterre, qui me parlent de high concept. Zombieland, c'est un high concept, c'est un parc d'attractions avec des monstres, c'est génial, et ça les fait halluciner d'avoir ça, ils sont hyper contents, on discute, on négocie des trucs. En France, on me dit, c'est un high concept, hein, quand même. Et ça, concept. Si ça n'a pas été déjà fait 12 fois et que tu me rajoutes un truc un peu qui twist, mais bon, il ne faut pas que ce soit un high concept. Et on est quand même là, je crache pas du tout sur le système dont on reparle du fait qu'on arrive à faire des films superbes là-dessus, mais la prime à l'originalité, moi je la revendique encore, y compris sur les prochains films. Je me rends compte que Tout en haut du monde a été un film assez lourd à monter, et d'ailleurs Ron avait fait une partie du travail avant que j'arrive, une bonne partie du travail. Là on démarre sur Calamity, qui est la jeunesse de Calamity Jane. C'est pas une licence, c'est dans le domaine public, il y a une sorte en plus de légende autour d'elle, il y en a 36 000.
Mais ça aide d'avoir un personnage historique connu, d'avoir un truc auquel se raccrocher. Je suis en train de réaliser Arthur et les enfants de la table ronde, donc, et la jeunesse d'Arthur. Je peux te dire que bon, tout le monde connaît Arthur, quoi. Ouais. Au-delà d'Arthur et les Minimoys.